enregistrer. On est là. On en est à 1.2, simplification des liaisons. Alors, dans les simplifications des liaisons, dans les sujets de concours, il y a deux choses. Soit les liaisons, elles sont en parallèle, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, soit elles sont en série. Je vous rappelle qu'en série, on l'a déjà fait avec la cinématique. On fait la composition des vitesses, donc composition des torseurs. Ça, là, on a dit torseur de 4 par rapport à 0, c'est torseur de 4 par rapport à 3, plus torseur, etc., etc. On regarde combien il y a de mobilité et on en déduit la liaison équivalente qui a les mêmes mobilités. Donc là, ça, c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Nous, on va faire du parallèle, quand les liaisons sont en parallèle. Par exemple, ici, vous avez un schéma, et là, il y a ici la pièce 1 et la pièce 2, et puis on voit qu'il y a des liaisons. Il y a plusieurs liaisons qui relient. Alors on dit qu'elles sont en parallèle parce que c'est comme si on avait des parallèles. D'accord? Donc ici, là, j'ai 4 liaisons, de L1 jusqu'à Ln, bon, L4. Là, elles sont en parallèle. Quand elles sont en parallèle, en fait, on voudrait simplement savoir la liaison équivalente entre 2 et 1. Voilà. C'est-à-dire le nombre de zéros qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vous rappelle que, par exemple, dans la liaison pivot, il y a un 0 sur l'axe des moments sur Z. Si on trouve un moment égal à 0 sur la liaison équivalente, eh bien, ça sera équivalent à une liaison pivot. Et si on trouve un 0 dans la résultante et que des composantes sur les autres, alors ça sera équivalent à une liaison glissière, par exemple. D'accord? Pour pouvoir faire ça, eh bien, on va faire la somme des torseurs. Somme des torseurs des actions mécaniques et de toutes ces liaisons. Pour faire la somme des torseurs, il faudra choisir forcément le même point. D'accord? Ça, c'est obligatoire. Donc le torseur des TI, eh bien, on fait toute la somme au même point et on aura un torseur équivalent. D'accord? Donc vous avez un exemple qui arrive souvent dans les sujets de concours. Donc on va le faire cet exemple ensemble. Voilà, alors je vais effacer ici. Voilà, donc ça, pareil, hein, je vous le donnerai si vous le souhaitez. Vous l'aurez aussi, alors je vais simplement juste effacer les petits dessins. Voilà. Donc ici, ça c'est quelque chose qu'on trouve souvent. C'est-à-dire que vous avez ici, si je fais le graphe de liaison, donc je vais prendre de la couleur noire, je vais faire le graphe de liaison, donc j'ai le bâti 0, j'ai la pièce 1, et puis j'ai une liaison ici et une autre liaison. D'accord? Donc par exemple, la première liaison, ça va être une sphère, une liaison sphérique, une liaison rotule, on va appeler rotule, ce sera plus simple, ce sera plus facile à écrire. Rotule, en haut, et puis ici, rotule en A. D'accord? Voilà, donc ici, il y a deux rotules. Donc si je cherche la liaison équivalente quand j'ai deux rotules, ici, je vais faire la somme du torseur 1 et du torseur 2. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est le torseur 1? C'est la liaison, par exemple, en 0. Donc j'ai l'écrit ici. La liaison rotule, je sais qu'il y a 3 inconnus statiques en résultante, donc ici, ici et ici. Et puis ces moments est égal à 0, point haut. Pareil pour la deuxième liaison en A, qui est aussi une liaison rotule, donc c'est bien 0 sur 1, mais de la liaison 2. Et puis ici, je vais avoir X, Y et Z en résultante, en force, et puis 0 en A. Pour pouvoir additionner les torseurs, il faut que j'exprime les deux torseurs au même point. Lui, c'est en 0, lui, c'est en A. Donc lui, je dois l'exprimer en 0. Donc je vais réduire le torseur ici 2, de la liaison 2, je vais le réduire au même point que l'autre, c'est-à-dire 0. J'applique Varignon, moment en haut égale moment en A plus la résultante FL2 vectorielle AO. C'est pour ça que je l'ai appelé FL2 ici. Hein. Voilà. Donc je fais ça. Alors, ici, AO, il est égal à la longueur de la liaison, moins portée par x. D'accord? Ici, là, cette longueur-là, c'est petit l. AO, c'est égal à moins lx. Donc ça, c'est égal à vecteur nul.
Donc je fais ce calcul. Donc je vais avoir du xl2 porté par x plus yl2 porté par y. Ensuite, alors j'ai mis un... Voilà, plus zl2 porté par z, et je dois faire le produit vectoriel avec moins lx. Alors x vectoriel x, ça fait 0, y vectoriel x, ça fait moins z, moins et moins, ça fait plus. Donc ça fait plus yl2 lz, et z vectoriel x, ça fait y, donc ça fera du moins lzl2 porté par y. Voilà ce que vaut le moment. Si j'additionne le torseur équivalent, j'additionne tous les torseurs, bien ici je vais avoir du xl1 plus xl2 sur x, plus yl1 plus yl2. Alors je ne vais pas avoir la place, je vais l'écrire ailleurs, je vais l'écrire en dessous. En dessous j'ai de la place. Hop, je vais effacer ce que j'ai fait l'année dernière. Voilà. Donc le torseur de la liaison équivalente, si j'additionne les deux, bien j'aurai xl1 plus xl2 porté par x, plus yl1 yl2 porté par y, plus zl1 plus zl2 porté par z. Et en moment, eh bien j'aurai 0 sur les x, plus, alors c'est pas un plus, c'est un moins, moins LZL2 sur Y, plus YL2 petit l sur Z. Et ça, c'est en 0. Qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que je trouve un torseur équivalent avec un 0 sur les X ici. Et je trouve une donnée sur X en force, une donnée sur Y en force, une donnée sur Z. Un moment sur Y, un moment sur Z. Donc la seule liaison qui correspond, qui est semblable en termes de données non nulles et de données nulles, c'est une liaison pivot. Donc c'est équivalent. Alors c'est pas le torseur de la liaison pivot. C'est équivalent en forme à une liaison pivot. D'accord? Alors, on l'a exprimé au point O, donc de centre O, et d'axe de rotation. Le 0, en moment, il est sur X. X. Donc, le torseur équivalent des actions mécaniques, qui est la somme des liaisons en parallèle, va me donner beaucoup d'informations. Il va me donner le centre de la liaison, et puis l'axe de la liaison, si c'est une liaison pivot. C'est OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de faire? Pas de questions? Ça, c'est un exercice qu'on trouve souvent. Et vous l'aurez sûrement au DS de samedi que vous avez à faire à la maison avec des liaisons différentes. Alors, dans les sujets de concours, on trouve souvent ça. On peut trouver des liaisons. Donc, quelques exemples que vous pouvez faire des liaisons en parallèle. Vous pouvez faire ici la rotule avec la liaison, par exemple. Alors, c'est quoi que j'ai dessiné là? Donc, c'est rotule en parallèle avec la sphère cylindre. On trouve souvent celui-là. On peut trouver aussi d'autres liaisons en parallèle, comme à la place de la sphère cylindre, on peut avoir des liaisons ponctuelles, donc c'est-à-dire sphère-plan. On peut avoir ces petites choses-là qui vont vous paraître plus simples. Alors, on peut faire ensemble, si vous voulez, pour compléter. Donc celui-là, je le mettrai. Je vais l'appeler exemple liaison en parallèle. Donc on peut faire ensemble ce qu'on appelle la chaise. Alors la chaise, c'est quoi? Ben, c'est vous avez ici, on peut le faire avec le tabouret, hein, une sphère plan, une sphère plan, une sphère plan. Voilà.
tabouret, c'est-à-dire que vous avez ici le bâti, 0, et puis il y a 3 liaisons qui sont en parallèle, avec 1, donc ça sera 1. Et on veut savoir si les 3 sphères-plans ici sont équivalents à quoi. Donc ici c'est sphère-plan, sphère-plan, sphère-plan. Donc là, vous me prenez le point A, 0, et puis petit b, et puis on peut positionner par exemple dans le plan, le 0 il va être ici, le A il va être ici, le B il va être ici, sur l'axe X et Y avec petit l, petit l. D'accord? C'est OK. Donc ici, ben, le torseur, ça c'est quand on a 3 liaisons qui sont ici en parallèle, on pourrait se demander, ben, c'est équivalent à quoi? Alors, celui-là est un peu plus simple, hein, parce que si on écrit le torseur 1, qui serait par exemple en haut, la liaison ici va donner qu'une seule donnée sur Z, hein, Z1 sur Z. On est dans le plan XY et 0 en haut. Le torseur 2, ça donnera Z2 sur Z. Là, ça sera par exemple en A. Et puis le torseur 3, ça sera ici Z3 sur Z, et puis en B. Donc il faut réduire, ben, on va choisir, nous on va calculer par exemple l'équivalent avec le point haut. On pourrait prendre chacun des points. Alors, avant de faire les calculs, ça c'est équivalent à quoi? Je sais que par exemple, ben, ce tabouret, je peux lui faire les 2 mouvements ici en mobilité dans le plan et une rotation ici. Donc je vais avoir 3 mobilités. Si j'ai 3 mobilités en mouvement, je vais avoir 3 IS. D'accord? 3 inconnus statiques. Ici, vous êtes d'accord, je vais avoir 2 inconnus statiques en moment et une seule inconnue statique en résultante parce que c'est l'inverse des mobilités. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc lorsque je vais réduire les torseurs ici, ben, je vais les réduire en A. Eh bien, je reprends ici ma couleur noire. Donc ici, Z2 porté par Z. Et alors ça sera Z2Z vectoriel AO. D'accord? Alors AO ici, c'est égal à Z2Z vectoriel moins LX. Voilà. Donc je calcule un Z vectoriel X. Ben, ça fait Y. Donc ça, c'est égal à moins LZ de Y en haut. Et ici, pareil, hein, Z3Z. Et ici, ben, ça fera du Z3Z vectoriel BO. D'accord? Et ça sera Z3Z vectoriel. Donc BO, c'est égal à moins LY. Et ça fera Z vectoriel Y, ça fait du moins X. Moins et moins, ça fait plus Z3L X. On se retrouve en additionnant les torseurs avec du Z1 plus Z2 plus Z3 Z. Donc en résultante, j'ai qu'un groupe de valeurs que sur Z. Sur X et Y, j'ai du 0. Et puis en moment, eh bien, j'ai une composante sur X, Z3LX, moins LZ2Y, et puis une donnée 0 en Z. Conclusion ici, c'est équivalent à 3 inconnus statiques, c'est-à-dire 3 mobilités cinématiques. Conclusion, il faut chercher ici à quoi ça correspond. Eh bien, ça correspond à une liaison plan sur plan. D'accord? Donc la liaison plan sur plan, je vous rappelle, hein, c'était voilà, la liaison comme ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces liaisons équivalentes? Ça va. Ça va? Non, c'est bon. Je suis pas allé trop vite? Non, nickel. Ouais. Voilà, vous avez vu, hein, on déroule toujours le même processus. On connaît bien ces torseurs des actions mécaniques transmissibles des liaisons. On choisit le point qui va bien. Donc là, c'est forcément un des points qui sont centre des liaisons. On réduit les torseurs et on regarde où c'est qu'il y a des zéros. C'est bon? Monsieur, j'ai une question. Oui. Du coup, là, je vais y arriver.
pour réduire les torseurs en un point, c'est où là où il y a le plus D'inconnus, voilà. ou bien quand c'est au centre de la liaison, c'est ça? Centre de la Voilà. liaison. Là, forcément, tu vois, on regarde comment ça bouge. Là, ici, là, les torseurs, ils ont le même inconnu statique. Donc, que tu prends O, A ou B, ils ont tous le même nombre. Donc, il faut bien en choisir un. Dans Ok. l'exercice précédent, c'était deux rotules aussi. Donc, que tu prenais 0 ou A, ça changeait rien. Par contre, si tu fais un autre exercice où tu as une rotule et une sphère cylindre, tu vas prendre la rotule. Parce que la rotule a trois inconnus statiques et la sphère cylindre, elle n'en a que deux. Ok. D'accord? Tu prends là où il y a le moins de travail. D'accord? Ok, ouais. Alors, justement, Laura a fait une très bonne interprétation parce que c'est ce qui suit, c'est quelles sont les tactiques en fait à employer pour pouvoir résoudre un problème de statique pour que ça soit le plus efficace possible. Eh bien, on a des tactiques en fait, hein. On a des tactiques, des procédures qui vous permettent de le faire proprement. Alors, la plupart du temps, à Centrale et à Minpon, justement, on vous demande de l'autonomie, donc il faut avoir compris et surtout appliquer des méthodes, alors qu'à CCP, assez souvent, ce qu'on vous demande, c'est de suivre les questions, c'est-à-dire isoler un ensemble, appliquer le principe fondamental en un point. Donc là, on ne vous laisse pas le choix. D'ailleurs, samedi, je ne vais pas vous laisser le choix, je vais plutôt vous orienter comme à CCP, c'est-à-dire on isole un solide, on fait le BAM, le sujet vous donne le point à laquelle il faut réduire les torseurs, et on applique le principe fondamental de la statique pour que vous puissiez être aguerri de ces méthodes qui sont assez compliquées, hein, ces méthodes de calcul qui sont assez compliquées. Puis une fois que vous aurez l'habitude de bien maîtriser ça, eh bien, on pourra faire des sujets peut-être un peu plus durs. Vous avez vu au TD, sur la planche 2, que l'autonomie, c'est problématique. On est un peu perdu au début. Donc la méthodologie, c'est d'abord toujours d'isoler le système. C'est-à-dire on isole l'ensemble, d'accord? Donc on isole le système, soit un solide, tout seul, soit un ensemble de solides. Donc si le sujet vous le dit, c'est ça qu'il faut faire, sinon, ça sera à vous de le faire. Ensuite, une fois qu'on a isolé, on fait le BAM. D'accord? Donc le BAM, c'est ça, hein, le BAME, c'est-à-dire c'est le tableau d'analyse des actions mécaniques, donc écriture des torseurs des actions à distance, écriture des torseurs transmissibles de chaque liaison. Donc généralement, le sujet peut vous donner des actions mécaniques, c'est-à-dire comment on modélise le torseur, ou bien il va falloir aller calculer le torseur. Hein, calculer, c'est-à-dire calculer le torseur de pesanteur. Pour vous, calculer le torseur de pesanteur, c'est de trouver le point G. Voilà, donc il peut y avoir des questions dans les sujets de trouver le point G, ou bien ce qu'on va faire en TD tout à l'heure, c'est-à-dire trouver le torseur quand j'ai du frottement sur une surface. D'accord? Dans les cas d'hypothèse simplificatrice, problème plan, exemple de plan de symétrie, l'écriture des torseurs est simplifiée, donc ça c'est mieux, c'est plus simple, on résout plus facilement. Une fois qu'on a fait le BAM, eh bien, on vérifie que le problème est soluble, c'est-à-dire si on a le même nombre d'inconnus que d'équations, ou si le nombre d'inconnus est inférieur au nombre d'équations. Si c'est supérieur, on ne peut pas résoudre, donc on est un petit peu embêté. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je remonte ici, et j'essaye d'isoler un ensemble de solides différents où j'ai le même nombre d'inconnus et que d'équations, où j'ai un nombre d'inconnus inférieur au nombre d'équations. Si c'est le cas, je peux résoudre. Donc là, si c'est bon, si j'ai le même nombre, je peux résoudre. Donc j'applique le principe fondamental de la statique. Donc pour écrire ça, il faut réduire les torseurs au point qu'on a choisi et écrire les 6 équations ou les 3 équations si je suis dans un problème plan. Alors ensuite, je choisis la résolution. Alors, la résolution graphique, c'est plus au programme. D'accord, c'est fini. C'est pour ça qu'il y avait une croix tout à l'heure. Alors, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont fait SSI, et c'est vrai que c'était très pratique de faire la résolution graphique, parce que c'est beaucoup plus simple, et puis en plus, on voit les choses, mais c'est comme ça. Alors, pour pouvoir faire la résolution analytique, eh bien, je dois faire cette réduction de torseur, c'est-à-dire que j'écris mon torseur et j'applique la formule de Varignon. Alors, on l'a déjà vu, la formule de Varignon, hein, mais voilà ce qu'on va faire. D'accord? Donc, c'est vraiment à la fin, quand je sais que j'ai autant d'équations que d'inconnus, que je vais faire ces calculs parce qu'ils sont longs, hein, ces calculs.
et donc c'est pas facile. Il y a quand même des petites aides, il y a des théorèmes et il y a un premier théorème qui s'appelle un solide soumis à 2 forces. Alors ça, c'est un théorème que vous pouvez utiliser, voilà, donc on va faire, ça tout de suite. Ça, c'est très important. Alors, quand on dit 2 forces, ça, c'est pas 2 torseurs, hein, c'est 2 forces. Ça veut dire quoi 2 forces? Ça veut dire que, en A et en B, d'accord, le torseur, il s'exprime comme ça. Le torseur en A, il s'exprime à la force A est 0 en A. Et le torseur en B, il s'exprime la résultante en B est 0 en B. C'est ça que ça veut dire 2 forces. C'est-à-dire que en A, il y a un 0 et en B, il y a un 0. Ça, c'est très important. OK? Comme ces 2 forces, comme vous avez somme des forces égale 0, bah, vous avez A plus B égale vecteur nul. Ça veut dire que A égale moins B. C'est ce que j'ai expliqué ici graphiquement. A égale moins B. Mais il y a une autre justification aussi. Comme le torseur il s'exprime comme ça en A, un 0 et un 0 en B. Si je réduis le torseur pour appliquer somme des moments en A, il va falloir que je réduise le moment de ce torseur en B. C'est-à-dire que torseur en B, qui est égal à la force B est 0 en B, j'applique Varignon et j'aurai B vectoriel BA. Ça, c'est Varignon, parce que le moment en B est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que B vectoriel BA égale vecteur nul. Et ça en mathématiques, parce que somme des moments égale 0. Et ça en mathématiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur B qui est ici, il est collinéaire au vecteur BA. Comme la force, elle passe par B, ça veut dire que le vecteur B, il est collinéaire à la droite AB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, par exemple, je prends une corde et que je tire sur ma corde d'un point à un point, d'accord? Donc là, j'ai ma main qui le prend ici, voilà. Et là, pareil, hein, j'ai mon petit doigt qui est ici, avec mon pouce qui est là. Quand je tire comme ça veut dire quoi? Ma corde, elle est soumise à 2 forces. Eh bien, ça veut dire que forcément, ici j'ai le point A, ici j'ai le point B, les forces, elles passent par la droite AB et elles sont opposées. Donc ça veut dire beaucoup de choses quand même, hein. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que si j'ai par exemple une liaison pivot en A et en B dans un problème plan, bah, dans un problème plan, j'ai que 2 résultantes et un moment nul, eh bien je vais avoir qu'une seule composante qui est non nulle sur la droite des points d'application, c'est-à-dire exactement ce qu'on a fait et qu'on a démontré dans la balance de camion hier. Voilà. Donc ça, c'est un théorème important. Il n'y a pas besoin d'écrire la réduction des torseurs, vous pouvez l'appliquer directement. Donc c'est ici, voilà, donc là on vient de le démontrer. Donc traduction vectorielle, même norme, sens opposé, passant par, donc là ici il faudra rajouter, qui passe par les points d'application des forces. Ça c'est valable que si le solide est soumis à 2 forces, c'est-à-dire que l'expression au point d'application des torseurs, il y a bien un 0 en moment au point d'application. C'est OK? Deuxième chose importante aussi, c'est lorsque le système est soumis à 3 forces. Lorsque le système est soumis à 3 forces, c'est-à-dire qu'on a au point A une force, c'est-à-dire un torseur est égal à 0, au point B une force, un torseur qui est égal à 0, eh bien, au point C une force aussi qui est égale à 0, eh bien, si on regarde, somme des forces égale 0, donc vous avez ici, forcément, hein, vous avez A plus B plus le vecteur C qui est égal à 0. Alors j'aurais pu appeler FA, FB, FC, hein, mais bon, j'ai voulu faire ça. En fait, lorsque vous avez ça, il existe forcément, en fait,
Donc là, ici, je vais reprendre un autre schéma. J'ai un solide. Je vais faire une petite patate. Voilà, là, j'ai le point A. Et il passe une force FA ou A. Et puis là, je vais avoir le point B. Et puis, il va passer une force FB. Alors, on pourrait les mettre et en fait, il existe forcément un point, si ces droites ne sont pas parallèles, qui croisent ici. Ça va être ce point I. C'est-à-dire que l'intersection de A et de B. S'il existe un point I, c'est le point d'intersection entre A vecteur et B vecteur. Eh bien, si je réduis tous les torseurs au point A, donc torseur en A, ça va être A et 0 au point A. Si je le réduis en I, comme I il est collinaire à A, ça va faire 0 à cause du produit vectoriel. Pareil pour B. En B, si je le réduis en I, ben pareil, hein, j'aurai B vectoriel BI, et donc je vais avoir 0 parce que I, il est sur la droite, d'accord, il est collinaire. Donc en I, j'aurai la même chose. Je vais refaire mon I pour être sûr, hop, que ça soit, voilà. Donc si j'écris au point C, eh bien je vais avoir C, vecteur nul, point C. Si je l'écris en I, eh bien je vais avoir C vectoriel CI en I. Si je fais somme des moments égale 0, 0 plus 0 plus CI, je vais obtenir C vectoriel CI égale vecteur nul. Ça veut dire que en C, obligatoirement, le vecteur doit passer par ce point d'intersection. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que lorsque j'ai un système soumis à trois forces, eh bien, les trois forces se coupent toujours en un point. Alors là, ici, le point I, c'est le point O, point d'intersection. Le fait que vous avez trois forces, les forces sont obligatoirement obligées, dans un équilibre statique, de se croiser au même point. Donc ça, c'est très important. Donc, une des traditions vectorielles, c'est que le dynamique des forces est fermé, c'est-à-dire que ici, somme des forces égale 0, ça fait ça. Donc ça, c'est une traduction graphique qu'on ne va pas utiliser parce que la statique graphique n'est pas au programme. Mais quoique, ça peut être intéressant. Mais le support des trois glisseurs sont concurrents en un point. Les forces se coupent en un point, obligatoirement dans un équilibre statique. Alors, on utilise moins souvent ce théorème des solides soumis à trois forces. Donc ça, c'est bien un théorème. Hein. Théorème, c'est le théorème 2. Et puis là, j'ai le théorème 1, théorème, ici. Un solide soumis à deux forces. Celui-là, on l'utilise beaucoup plus souvent pour simplifier, pour réduire les inconnus statiques, comme on l'a fait exactement dans l'exercice de la balance. Monsieur, Oui. j'ai pas bien compris comment on pouvait appliquer ces deux théorèmes. Enfin, en pratique, on les utilise quand? Alors, par exemple, en pratique, lorsqu'on a fait l'exercice sur la balance, on aurait pu dire tout de suite, c'est un système soumis à deux forces. Regarde, je prends la balance. Donc la balance, elle est plus loin. Planche 2, planche 2, planche 2. Je ne suis pas sûr d'avoir écrit dedans. Je crois que j'ai écrit dans un autre fichier. Mais c'est pas grave, je crois. Hein. Voilà. Ici, là quand on avait écrit le torseur en C, on avait écrit ça. On avait écrit XC plus YC. Parce que c'est un problème plan. Là, pareil, en D, on avait écrit XD, on avait écrit XD plus YD. Donc là, il y avait ce solide 3 était soumis à deux forces. D'accord? Ok. Eh bien, on aurait pu dire, il est soumis à deux forces, donc les forces passent par la droite DC et sont opposées. Donc par exemple, tu peux avoir une force qui est comme ça, une force qui est comme ça, quand la balance appuie. Voilà. Alors, hop, comme ça. Voilà. Et comme ça. Ça veut dire Ok. qu'ici, on voit qu'il n'y a pas de composante sur Y. Il ne peut pas y avoir de composante sur Y parce que les forces ne passent que par la droite DC, et DC est parallèle à X. Parallèle à X. Collinéaire.
D'accord? D'accord. Donc là, en fait, on aurait pu directement dire, donc, en appliquant le théorème d'un solide soumis à deux forces, YC égale YD égale 0. On n'aurait pas eu besoin de faire des calculs. Alors ça, c'est bien, c'est pratique, parce que là, en fait, on vient d'enlever une inconnue statique de par le fait que cette biellette 3 est soumise à deux forces. Donc là, ça, je peux vous garantir que c'est très pratique. Et dans pas mal de sujets, vous le verrez, les questions, elles induisent que vous disiez, on utilise le théorème d'un solide soumis à deux forces. Donc, les forces passent par la droite d'application de ces deux points, et tout le reste est nul. C'est bon? On va peut-être arrêter là pour aujourd'hui sur le cours. Le reste, c'est le reste du cours. C'est normalement un TP qu'on aurait dû faire ensemble mercredi, qui est la suspension ProLink. Et en cours, on aurait dû la corriger ensemble. Alors, on le fera, mais là aussi, sur la ProLink, on voit que quand on fait le graphe de liaison, il y a cette biellette qui est soumise à deux forces, par exemple. Voilà. On isole la biellette qui est soumise à deux forces. On isole la suspension qui est soumise à deux forces, etc., etc. Alors, c'est très intéressant soumis à deux forces. Et puis là, on a une traduction graphique qui est hors programme, mais qui vous permet de mieux comprendre comment ça fonctionne. On verra la semaine après les vacances, la semaine de la rentrée, ce qu'on appelle l'arc-boutement, avec les effets du frottement sur un ensemble. Et ensuite, on aura terminé le chapitre de la statique en cours, mais on va faire pas mal d'exos pour que vous puissiez être d'attaque pour les concours. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui en cours? Non? Eh bien, on va pouvoir attaquer la correction de l'embrayage. Alors, je vais prendre l'élément dont j'ai besoin. Donc, l'embrayage, c'est celui-là. Le frein à disque, on le fera une autre fois. Voilà. Alors, ça, c'est un exercice que je vous avais demandé de chercher il y a un petit peu de temps quand même. Donc, je vais bien le relire pour que vous soyez tous d'attaque. Alors ça, c'est un embrayage. Hein. Donc, c'est un embrayage qu'on appelle électromagnétique, hein, qui permet de transmettre un couple. Grosso modo, vous avez des aimants qui vont coller une pièce sur une autre. Et par friction, ça va faire passer le couple. Alors, on a ça dans les camions. Alors, dans les voitures, c'est pas électromagnétique, hein, c'est simplement un ressort qui appuie ce qu'on appelle un diaphragme. Et puis, quand on appuie sur la pédale d'embrayage, eh bien, ça va libérer ce ressort pour que on n'ait pas d'appui sur l'embrayage. Comme ça, on peut découpler les roues avec la boîte de vitesse. Comme ça, on peut passer la vitesse. D'accord? Donc, cet embrayage électromagnétique peut transmettre un couple. Lorsque la bobine est alimentée, le disque 3 est attiré par le rotor 2 et il y a ici un moment de friction. Alors, je montre. Voilà, la friction, c'est par là. Donc, on le retrouve par ici. Voilà. Donc là, il y a de la friction et ça va passer. Comme il y a de la friction, eh bien, un peu comme un frein, hein, vous avez les deux surfaces qui vont être solidarisées et puis on va faire pouvoir passer la rotation du moteur vers la rotation des roues. Donc le couple est transmis à travers l'élément moteur, hein, de la poulie 6 vers un arbre de transmission. Lorsque le courant est coupé, le ressort à membrane rappelle le disque d'embrayage et à ce moment-là, le moteur tourne dans le vide et ne peut pas entraîner l'ensemble. On se propose de déterminer la relation entre le couple transmissible C, hein, et l'effort développé de la bobine sur le disque 3. Donc là, on cherche en fait, on va isoler ici 2 et on va regarder l'effort qui est transmis par frottement. D'accord? Donc on donne un coefficient de frottement sec, hein, le coefficient de frottement de garniture friction disque. Alors la friction, quand on parle de la garniture de friction, c'est ce qu'on appelle du ferrodo. Alors je ne sais pas s'il y en a qui savent un peu ce que c'est. C'est une sorte de poudre qui supporte très bien la chaleur et qui est difficilement abrasive.
Alors généralement, avant c'était un petit peu du végétal, une sorte de, voilà, de bois avec de la colle. Aujourd'hui, on a des éléments qui sont un peu plus, un peu moins, euh, on va dire, qui s'usent un petit peu moins, mais il ne faut pas que ce soit plus dur que l'acier parce que sinon, bah, ça va endommager et ça va surtout faire en sorte que la surface bah, ne soit pas bien plate. Il faut qu'elle soit bien plate pour que ça touche partout. Le couple transmissible maximum sur un bordage est d'un couple de 20 Nm. Alors le contact s'effectue sur toute cette zone-là. Donc hop, je vais là, voilà, de R mini à R maxi, voilà, sur toute la rotation ici. Donc là, on fera le cercle. Bon, vous imaginez que ça fait ça, de R max à R mini, de 50 mm à 90 mm, et on se place à l'instant où l'embrayage patine encore. Comme ça, il y a une vitesse relative. Ce sera plus simple pour appliquer les lois de Coulomb. Donc on suppose que la pression P est constante et uniformément répartie. Et puis on a un petit élément ici Q, un petit élément de pression uniforme qui s'applique au point Q. Et OQ est repéré par un système de repérage UTN. Alors c'est pas UVW, ici c'est UTN. Donc le référentiel qui est polaire, hein, c'est au point O, petit u, petit t et petit n. Voilà, et qui est repéré par un angle θ. Voilà. Ok, donc on repère en coordonnées polaires par petit r la position du point Q. Alors nous on l'a appelé le point M la dernière fois, hein, c'est ce petit point M qui va faire. Là ici on l'appelle le point Q, point de contact. Alors c'est pas Q comme contact parce que contact ça s'écrit avec un C. Voilà, mais bon c'est gros Q en plus. Alors ce qu'on veut c'est, on imagine que c'est une infinité de petits contacts ponctuels. Donc, pour appliquer les lois de Coulomb, on veut, dans la question 1, préciser et placer sur le croquis les efforts élémentaires. Alors moi, je vais simplement copier ici pour pouvoir vous transmettre tout à l'heure un fichier PDF valable. Hop, je vais copier ces deux premières questions d'abord. Et puis, je vais le mettre dans un nouveau document. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Oui. Ah, super. Alors, comment on fait là? Oui. Coller l'image. Par contre, c'est tout petit. Hop, je vais l'agrandir. Oh, c'est magnifique, ces outils de communication là. Oh, c'est trop beau. Tu trouves pas ça trop beau quand même? C'est trop la classe, hein. C'est pas Ah mal. ouais, c'est super beau, monsieur. Ouais, c'est Ah ouais, pas mal, pas mal. pas mal, hein. Ah, mais il y en a Ah, ça en jette, hein. Ouais. Bon, alors, ouais, je suis content. Alors, on va préciser ce vecteur DF. Bon, ben, DF, c'est le vecteur frottement hein, au point Q de 3 sur 2. Donc, on a bien isolé 2. Hein, on isole 2, hein, c'est 2. Eh bien, ça, je sais que comme il y a du frottement, il y a un DN, d'accord? Il y a une composante normale au contact, plus une composante DT. Alors, quand je dis plus ou moins DT, parce que je ne connais pas encore le signe, parce que je sais que la composante tangentielle s'oppose toujours au mouvement relatif. Hein, ça a à voir avec celui-là, là, ça va avoir avec la vitesse de Q qui appartient à 2 par rapport à 3. Et monsieur, Oui, justement là, on nous donne oui. pas le sens dans lequel ça tourne. Et donc on fait comme on veut quand Non, non, on nous dit pas. si on te le dit ici, là, regarde. Ah, ok, Hein. ok, ok. Donc, les lois de Coulomb vont te dire deux choses. Elles vont te dire, un, que la vitesse de Q qui appartient à 2 par rapport à 3, scalaire dt, est négatif. Elles vont te dire que la vitesse de Q qui appartient à 2 par rapport à 3, vectorielle dt, est égale à 0, avec vecteur nul. D'accord? Et que dt, c'est égal à petit f dn. Alors plus ou moins. Et le plus ou moins, il a à voir avec tout ça. Donc on voit d'abord que je dois calculer ça. Ben, je fais Varignon. C'est quoi VQ qui appartient à 2 par rapport à 3? C'est égal à V0 qui appartient à 2 par rapport à 3, centre de la liaison pivot entre 2 et 3.
c'est un mouvement de rotation sur l'axe 0. Donc ça, c'est égal à 0. Voilà. Hop. Plus la vitesse de rotation de 2 par rapport à 3, vectorielle, au Q. Alors au Q, on le donne. Donc ça fait alpha point Z vectoriel au Q petit r U. Alors le petit n ici, ce petit n il est égal à Z, hein. C'est le même. On le voit ici, n il est collinaire à Z, enfin Z1, c'est Z1. Donc c'est la même chose. Donc Z vectoriel U, eh bien ça va faire T, et donc ça c'est égal à alpha, merde. Ça c'est égal à alpha point petit r T. Voilà ce que vaut la vitesse de Q appartenant à 2 par rapport à 3. Ça veut dire qu'il est porté alpha, on te dit qu'il est strictement positif, R il est strictement positif, et donc pour que le produit scalaire soit négatif, eh bien il faut qu'il soit à l'opposé de petit t. C'est OK? Donc ça veut dire quoi? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est le dn ici? On te parle de pression. Donc ça veut dire que dn, on regarde l'ensemble, on isole 2. Donc la normale extérieure, c'est petit n. Hein? 2, il est comme ça. La normale extérieure, c'est petit n. Donc par définition, ça c'est moins la pression fois le petit ds porté par petit n. C'est ça la définition. Donc qu'est-ce que ça va être dt? Eh bien, ça sera un moins le coefficient de frottement, la valeur absolue de dn, pds, est porté par petit t. Donc on est bien ici, ça c'est bien tout positif. C'est bien porté par t parce que vous avez le produit vectoriel qui est égal à vecteur nul. Donc ça, c'est ça. Et le moins, c'est parce que ça doit être opposé à t. Conclusion. Il y a quelqu'un qui a posé une question? Ouais, moi j'ai une question encore, excusez-moi, mais Il n'y a pas de le souci. DN là, Oui. pourquoi il y a un moins? Parce que au contraire, la réaction normale, elle serait plutôt dans le sens du N. Enfin, pour moi, je comprends pas pourquoi il y a un moins. Bah, c'est très simple. Déjà, il y a deux façons de faire. Tu sais qu'une force, par définition, quand tu mets un effort surfacique, c'est moins P fois S porté par N. N, par définition, c'est la normale au contact extérieur. J'isole 2, 2 il est comme ça. Le contact se fait ici, donc l'extérieur, il est là. D'accord? Toi, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de voir 3 sur 2. 3, il est là. Alors, je vais le faire avec une autre couleur. Ah, c'est 3 qui appuient sur 2. Exactement. 3, Ok, il oui. est ici. Donc, ton effort, il va être comme ça. DF. Ouais, ok. J'ai compris que c'était 2. Ouais, non, ok. Voilà. Et donc, forcément, il y a un moins. On est d'accord? Alors, pourquoi on prend la normale extérieure au contact? Bah parce que souvent, tu as un dessin là. Moi, si le dessin, je le mets comme ça, si je prends mon truc qui est comme ça va être la pièce 2, 2 ici. Ben, si je mets mon vecteur normal ici, on ne va rien voir avec les hachures. Donc, on met toujours les vecteurs, quand on isole la pièce, quand on la dessine, on le met toujours extérieur à la surface pour qu'on puisse voir quelque chose. D'accord? Ben ça, du coup, on est obligé de mettre un moins à cause de ça. Parce que ma pièce 3, elle va être au-dessus là. Et c'est cette pièce 3 justement qui va appuyer comme ça. Elle va appuyer comme ça. Donc ça, c'est la composante normale. Hein. Alors je vais appeler dn. Voilà, dn, elle sera comme ça. Donc on a bien quelque chose qui est opposé à ce vecteur qui est normal au contact. C'est compliqué hein, tout ça. Hein. Il faut bien l'avoir compris. Hein. On est d'accord? Donc si maintenant on réunit les résultats, ce petit élément au point Q, hein,
de 3 qui appuie sur 2, eh bien, on va avoir du moins P ds porté par n, et ensuite moins petit f pds porté par t. Voilà ce qu'on va avoir. Alors, on peut la poser sur la figure, ici. Donc, vous allez avoir un élément qui va être comme ça, donc un élément dn, et puis la vitesse de rotation, elle va s'opposer, donc la composante tangentielle va s'opposer, donc ici dt, et puis vous allez avoir la somme des deux qui va faire une composante df qui va s'y mettre ici. Alors, très compliqué de dessiner ça comme ça, il faut imaginer que ça part dans ce sens-là. C'est bon? Donc là, j'ai fait la question 1 et la question 2. Alors ça implique beaucoup de choses. Ça veut dire que, vous êtes d'accord avec moi, le petit élément de torseur, au point Q, 2,3 sur 2, eh bien, il va s'exprimer moins PDS porté par N, moins PDS porté par T. Et 0 au point Q. Tout le monde est d'accord avec ça? Alors, c'est quoi le ds? Le ds, comme on est en coordonnées polaires, cylindriques, eh bien, je vais avoir un ds qui va s'exprimer R dθ fois dr. D'accord? Pour parcourir tout l'ensemble, mon θ il va parcourir de 0 à 2π, pardon, et puis le petit r il va être de r mini à r maxi. C'est OK? La surface globale, ça va être pi r maxi au carré moins r mini au carré. C'est bon? Maintenant, si je veux Moi, j'ai calculer... une question. Oui, Comment on sait que le moment en Q il est égal à 0? parce que dans les lois de Coulomb, quand on a une action sphère-plan, simple, c'est-à-dire on a un truc comme ça, au point P, voilà, on avait dit qu'au point P, ce torseur des actions mécaniques de 1 sur 2, il y avait une composante normale, plus une composante tangentielle, et 0 au point P. Ça, c'est les lois de Coulomb simplifiées. Après, nous, on avait un petit peu complexifié en disant, il y a un modèle plus complexe où il y a un mouvement de pivotement et de roulement, mais là, ici, dans ce sujet, on parle simplement du premier modèle des lois de Coulomb de frottement, c'est-à-dire qu'on modélise au point Q simplement une résultante. C'est-à-dire qu'on a comme si on avait un contact sphère-plan simplifié avec juste une composante tangentielle liée au frottement. Est-ce que ça répond à la question? Ok, oui, merci. Voilà. Par contre, ici, si je dois calculer le torseur équivalent, ici, si je dois calculer le torseur équivalent, c'est-à-dire le torseur de 3 sur 2, ça va être la somme de tous ces petits éléments de torseur. C'est-à-dire somme de tous les dés de Q qui appartient à la surface en contact. C'est-à-dire l'intégrale. Pour faire la somme, ici, l'intégrale sur la surface. Pour faire la somme, je ne peux pas sommer si les points sont différents. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire la somme de tous les petits torseurs, c'est-à-dire l'intégrale de tous les petits torseurs? Il faut que je fasse quoi? Oui, tous les ramener au même point. Exactement. Donc, avant de calculer le torseur global, je dois d'abord tous les ramener au même point. OK? Donc, dans le but de calculer le torseur de 3 sur 2, je réduis dt en haut. C'est-à-dire, ce petit dt, il va être égal à toujours moins p ds n moins petit f pds t. Et si je le calcule en haut, eh bien, je vais avoir du moins p ds n moins petit f p ds t vectoriel QO. Alors QO, c'est OQ qui est égal à... OQ c'est égal à petit RU, donc QO c'est égal à... Lui est égal à moins petit RU. On est d'accord? Tout le monde me suit? Donc ça c'est égal à ce petit élément dm de moment en haut
n vectoriel u. Alors on est dans la base u, t, n. Donc n vectoriel u, ça fait t. Moins et moins, ça fait plus. Donc on a plus petit p, ds, petit r, t. Ensuite, t vectoriel u, ça fait... Qu'est-ce qu'il y a? Ça marche pas? Il y a des coupures, c'est ça? Vous m'entendez tous là ou pas? Oh non, on vous entend. Oui, Hein. non, monsieur, ça va. Oui. Ah, Y a ouais, pas de c'est bon. coupure. Ah oui, Ok. pardon, Une excusez-moi. intervention juste. Désolé. Ah, y en a un qui rigole là. D'accord. Bon. Alors, moins et moins, ça fait plus. T vectoriel U, ça fait moins N. Ça fait toujours moins. Moins. Petit f, P, ds, R. Merde, je me rappelle plus. Ça fait N, c'est ça? Voilà. Voilà ce qu'il y a ici. D'accord? Donc, pour calculer T, ben, je fais l'intégrale de l'ensemble. C'est-à-dire, l'effort de 3 sur 2, ben, c'est l'intégrale sur la surface de moins PDS N, moins petit fp dst. Et puis, le moment au point O, eh bien, ça sera égal à l'intégrale sur la surface de plus PDS RT moins petit fp ds Rn. Voilà ce que j'ai à calculer au point O. Tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce qu'il y en a qui ont des petits soucis sur ce calcul? Donc c'est bon, je peux continuer. Alors, je vais m'occuper de celui-là. Donc j'y vais. Alors, si je dois le faire, je vais essayer de le faire un peu plus gros, hein, 3 sur 2. Donc je vais scinder les deux. Alors c'est l'intégrale de 0 à 2pi, l'intégrale de R mini R maxi, de moins P. Alors le ds c'est du R dr dθ porté par n qui est égal à z. Deuxième intégrale, l'intégrale de 0 à 2pi, l'intégrale de R mini R maxi, de petit fp R dr dθ porté par t. Alors le problème de t, c'est qu'il varie, lui là. Il varie en fonction de la position de θ. Conclusion, qu'est-ce que je dois faire? Je dois projeter t, parce qu'il n'est pas fixe. Alors je regarde, dans mon référentiel ici, t il est par là. Donc si je fais ma représentation plane pour que ça soit plus simple, j'ai du xy, j'ai le u qui est comme ça, qui est paramétré par θ, et le t qui est comme ça. Donc t, il est égal à quoi? Il est égal à moins sin θ x plus cos θ y. C'est OK pour tout le monde? Donc je vais d'abord m'occuper de celle-là, parce que c'est la plus simple. Alors, la primitive de R, c'est R carré sur 2, et la primitive de θ, c'est θ. Ici, il n'y a rien d'autre qui bouge, donc je vais avoir la composante f de 3 sur 2, qui va être égale à moins p, R max au carré moins R min au carré, divisé par 2, fois 2pi, fois petit n. Je peux même simplifier par 2, et voilà ce que j'ai. Tout le monde m'a suivi? Ensuite, il me reste ce calcul à faire. Alors ce calcul à faire, eh bien, vous allez voir qu'il se simplifie assez facilement. J'ai l'intégrale de 0 à 2pi de tout ce qui dépend de θ, c'est-à-dire moins sin θ x plus cos θ y, et c'est issu du t, hein, l'intégrale de R mini à R maxi de petit f pr dr.
Alors, avant de faire les calculs, alors là, il y a du dθ. Voilà. Avant de faire les calculs, eh bien, la primitive de sinus, alors de moins sinus, ici, c'est cosinus. Et comme on l'a pris entre 0 et 2π, ben, cosinus 2π, c'est 1. Cosinus 0, c'est 1. Et si je fais cosinus 2π moins cosinus 0, j'aurai 1 moins 1, 0. Pareil pour la primitive de cosinus, c'est sinus. Sinus 0, ça fait 0. Sinus 2π, ça fait 0. Donc j'ai 0. Donc en fait, tout ça, ça vaut 0. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Et donc j'obtiens à la fin f égale ça. On n'a qu'une composante sur petit n qui est égale à z1. Donc f de 3 sur 2, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une composante, moins P, la pression, hein, qui est constante, R maxi sur 2, moins R mini sur 2, fois pi, fois Z1. Si maintenant je veux calculer le moment, alors il y a peut-être des questions? Non, c'est bon? Si je veux Non, calculer... pas de question. Ça va. Parfait. Si je veux calculer le moment, attention, ce que je suis en train de faire, hein, c'est très compliqué. Hein. Les PSI me demandent souvent de le refaire. Voilà. Bon, maintenant, je voudrais calculer ça. Là, pareil, hein, j'ai la même chose que tout à l'heure. J'ai la composante t qui est là. Donc, ça sera la même histoire. Je vais exprimer t directement avec des cosinus et sinus. Et si je l'intègre, je vais avoir exactement le même résultat. Ça sera égal à 0. D'accord? Ça, c'est la même histoire que tout à l'heure. Il me restera uniquement l'intégrale entre 0 et 2π, l'intégrale entre R mini et R maxi, de moins petit f p alors il devrait y avoir un R carré, ouais. R, le ds est égal à R dr dθ, et porté par petit n. Donc là, ça fait du R carré. La primitive de R carré, c'est R cube sur 3. La primitive de θ, dθ, pardon, c'est θ. Donc ça fait moins petit fp fois 2π fois R maxi au cube moins R mini au cube sur 3, porté par petit n. Et donc on se retrouve avec un moment, en haut, hein, de 3 sur 2, qui va s'exprimer, moins petit fp, 2π sur 3, R maxi au cube moins R mini au cube, porté par Z1. Et donc on a bien un moment résultant du frottement sec qui va s'exprimer comme ça. Je suis peut-être allé un peu vite dans le calcul, parce qu'on n'est pas en classe et je ne vois pas vos visages. Bien sûr, vous aurez la vidéo qui va vous permettre de faire ça. Je vous conseille de le refaire, cet exercice. Vous aurez peut-être un exercice équivalent samedi. C'est OK? Moi, j'ai une question, c'est peut-être bête, hein. Il n'y a pas de question bête, Yann. Mais Vas-y. comment on sait qu'ils sont portés par Z1, les deux? Parce que n égale Z1. Ok, c'est tout. Merci. Alors, on le voit ici. On le voit qu'à un seul endroit. Et si on ne le voit pas, eh bien, on a raté le truc. On le voit là, regarde. Ça, c'est collinéaire à n. D'accord? Alors, je vais ici, ça c'est la planche, planche embrayage, non, panache, non. Planche embrayage. Ça s'écrit comme ça, embrayage? Voilà, planche embrayage. Voilà, ça je vous l'envoie par mail et je vous le dépose aussi dans Discord. Je vous enverrai samedi le sujet de statique à 9 h. Vous me renvoyez le PDF vers midi. Grosso modo, j'ai prévu 2h30. Si vous voulez faire 3 heures, ça ne pose pas de problème. Si vous voulez faire 2h30, c'est parfait aussi. Ça ne sera pas évalué, ça sera pour vous positionner par rapport au concours. C'est très important pour moi que je vois si vous avez compris ou pas.
Comme ça, je vais pouvoir vous préparer la semaine de la rentrée à distance, soit des petites vidéos, soit plein des trucs qui seront adaptés à vos besoins pour les concours. C'est OK? Oui, D'accord, merci. merci. Ceux qui sont pas libres samedi, vous m'envoyez un message pour que vous puissiez le faire dans le temps imparti plus tard. C'est très important pour moi, pour bien vous préparer pour les concours l'année prochaine, que vous soyez au top niveau sur ces questions-là, parce que c'est là que vous allez gagner des points. Quand c'est difficile, si vous le maîtrisez, vous allez gagner beaucoup, beaucoup de points en concours. C'est bon? Oui, C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je dépasse jamais 1 heure à distance parce que c'est difficilement supportable. Je vous laisse travailler sur ce qu'on a fait si vous le souhaitez. Je sais que vous avez DS de chimie, c'est ça? Ouais. Voilà. Oui. ouais. Donc Ouais. prenez, Pas de malheur, monsieur. prenez 20 minutes pour bien vous décompresser, aller prendre l'air pour que vous soyez au top pour le DS. D'accord? Ouais. D'accord. Merci. Je vous souhaite un bon DS samedi et puis Voilà, j'aime bien. de bonnes vacances. Merci. Merci, À moi aussi. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Monsieur, Oui. est-ce qu'on pourra retrouver la vidéo avant le DS, enfin l'enregistrement de ce cours, parce qu'autant je vais re-regarder un passage là de l'exo qu'on a fait. Oui,